Bonjour Assa Traoré, bienvenue sur le média Agisseur. Je vais vous expliquer en quelques mots à quoi consiste ce média. Donc, ce média met en avant les personnes de la nouvelle génération qui agissent en entreprenant dans le sport, dans la musique, par leur passion ou dans la vie de tous les jours. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un honneur pour nous. Merci Dans beaucoup. un premier temps, on vous a connu suite au décès tragique de votre frère, suite aux violences policières à Beaumont-sur-Oise en 2016. On aimerait savoir où en est l'enquête actuellement. Effectivement, si moi aujourd'hui je suis là, c'est parce que je suis pas juste Assa Traoré, mais je suis la sœur d'Adama Traoré. Et ça, c'est important que ce soit mis. Et comme je le dis toujours, quand on me présente en tant que militante, je leur dis je suis pas militante, je suis d'abord la sœur d'Adama Traoré. Je suis une mère de famille qui porte ce combat depuis 2016. Et oui, aujourd'hui, il y a une enquête, et l'enquête est en cours parce qu'on a tué mon petit frère. On a tué mon petit frère en 2016. On l'a retrouvé mort dans une cour de gendarmerie. Un combat qu'on mène avec notre famille, avec le comité Adama. Et aujourd'hui, c'est un combat qui est devenu national, international, qui appartient à tout le monde, qui appartient au quartier. Et c'est un combat pour le nom de mon frère, pour la dignité de mon frère. Et ce jour-là, mon frère va mourir le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Juste pour te remettre un peu dans le contexte, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas l'affaire Adama Traoré, ce jour-là, mon frère avait 24 ans, c'est le jour de son anniversaire. Il a mis une chemise à fleurs, un bob, un bermuda, et il voulait juste faire un tour de vélo parce qu'il faisait beau. Et ce jour-là, il va croiser les gendarmes sur ce vélo parce qu'il voulait juste se balader. Parce que c'est peut-être étonnant, c'est peut-être surprenant pour certains. Dans nos quartiers, on se fait beau et on aime faire du vélo aussi, comme tout le monde. Mais ce jour-là, Adama Traoré n'avait pas le droit. Les gendarmes, sans aucune raison, elles vont nous courir après parce qu'un de mes frères subit un contrôle d'identité. Et la petite histoire, c'est que le matin, à 10 heures, la mairie de chez nous appelle pour dire que la pièce d'identité d'Adama est prête. Mais mon frère n'a pas eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Et sur ce vélo, je pense qu'il se dit, j'ai pas ma pièce d'identité. Mon frère va partir. Il va partir parce que cette pièce d'identité, en fait, est une prolongation de sa vie. Et cette prolongation de sa vie-là, il l'a pas. Mon frère va subir un plaquage ventral comme celle de George Floyd, celle que tout le monde a pu voir dans le monde entier. Et, mais ce que je te dis là, ce sont les gendarmes qui le disent dans leur première audition où ils vont pas mentir. La seule fois, ils vont pas mentir, où ils vont dire la vérité en disant que dans cet appartement, nous sommes montés sur Adama, il a pris le poids de nos trois corps. Un sur ses genoux, un au niveau de son thorax et un au niveau de son cou. Et mon frère va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Mon frère va leur dire plusieurs fois, je n'arrive plus à respirer. Ils ont, on a le calcul entre les appels, ils ont dû rester plus de 9 minutes sur lui. Ils vont traîner mon frère dans le véhicule de la gendarmerie. Et dans ce véhicule de gendarmerie, mon frère va piquer de la tête et uriner sur lui. Ils vont pas l'emmener à l'hôpital, ils vont le jeter dans cette cour de gendarmerie sans lui apporter assistance, où là, ils vont commencer à mentir. Parce que les pompiers vont nous dire que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, Adama a les menottes dans le dos. Donc, il n'est pas en position PLS, donc on n'a pas pu lui apporter les premiers soins. Ils vont assister auprès des gendarmes. Les gendarmes vont dire non, il simule. Les pompiers vont dire c'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir. Mon frère va officiellement être déclaré mort à 19h05. Et la petite histoire qui fait que ce jour-là, moi, j'étais pas là. J'étais pas là, j'étais à l'étranger. Le 17 juillet, je dépose mes enfants, parce que je suis mère de trois enfants à Beaumont-sur-Oise. Et ce jour-là, je vois tous mes petits frères. Je partais en déplacement avec mon travail en Croatie, avec des jeunes de Sarcelles, parce que je suis ancienne éducatrice en prévention spécialisée sur le secteur de Sarcelles depuis plusieurs années. D'accord? Et je décide de faire un voyage, mais je voulais faire un beau voyage. Je me suis battu pour qu'il y ait ce voyage, que je voulais qu'ils aient un beau voyage, 5 étoiles, balnéaire, comme n'importe qui. Donc le 17, je dépose mes enfants, je vois tout le monde sauf Adama. Et je l'appelle vers 17 heures, il me dit, ah ça, je partais à Paris, mais si tu veux, je reviens parce qu'on habite à 50 km de Paris. Je lui dis, non, non, t'inquiète pas, je voulais juste t'embrasser parce que je voyage. Et je lui dis, je t'ai commandé un cadeau qui arrivera mercredi. Et il me dit, bah, de l'aéroport, tu reviens à la maison. J'ai dit, oui, j'ai laissé les enfants. Ce sont les derniers mots, en tout cas, que j'ai échangés avec mon frère. Je prends l'avion le 18 et le 19, mon frère, il meurt. Et le 20, je suis à Paris. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans, au mois de juillet, qu'on se bat. Euh, Aujourd'hui, le nom de mon frère, c'est devenu un symbole des violences policières. Moi, je suis mis en examen parce que j'ai dit à Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom. Et aujourd'hui, le nom de mon frère, ça y est, il est ancré dans l'histoire de France. On parlera de lui dans 50 ans, dans, dans, dans 100 ans, on parlera d'Adama Traoré.
Donc, le combat, en vérité, on l'a gagné parce qu'on l'a emmené jusque-là. Et c'est surtout qu'avec le combat Adama, on a mis au plus haut niveau la question des violences policières, et, euh, de la discrimination et du racisme. Et, euh, et que le combat Adama, il est à tout le monde. Et c'est surtout qu'Adama Traoré, mon petit frère, ne reviendra plus. Par contre, des Adama, il y en a énormément. Il y a toi, il y en a d'autres qui sont ici avec nous dans cette salle et d'autres qui vivent tous les jours. C'est surtout pour dire que personne n'a de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Et si on peut changer ça avec le nom de mon frère, on le fera. Et pour répondre vraiment à ta question, où on en est aujourd'hui dans l'enquête, aujourd'hui, on est dans une enquête où la France fait un injustice complet, où on est à plus de 12 expertises, des expertises mandatées par la justice, des expertises faites par nous. Quand on va sortir dans la rue au mois de juin 2020 et qu'on va être plus de 80 000 devant le tribunal de Paris et plus de 120 000 devant la place République, aujourd'hui qui sont devenues des dates historiques dans l'histoire de France, qu'on le veuille ou pas, où on a imposé en tout cas le combat, le nom d'Adama, où on a imposé ça avec tout le monde, la jeunesse, parce que tout le monde est sorti. C'est parce que la veille, on disait qu'Adama, ça avait coïncidé avec la mort de George Floyd, avait dit qu'Adama est mort de cause de chaleur. Et on a dit c'est faux. Moi, j'ai fait un appel pour 3 jours après dans la rue. On va faire annuler cette expertise grâce à ces mobilisations, grâce aux Français, grâce à tout le monde, parce que tout le monde va sortir dans la rue. Et la France va demander à ce que l'affaire soit prise en charge, l'expertise soit prise en charge par des experts belges. Et les experts belges vont faire un retour en janvier 2021 qui vont dire que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama. La justice ne veut pas accepter cette expertise et va sortir un arrêt maladie de mon frère de 2 ans avant sa mort en 2014 en disant que Adama Traoré avait fait un arrêt maladie en 2014. Est-ce que les experts belges vont changer d'avis? Et cette expertise va faire 1 an et demi avant de revenir. Elle va rentrer en novembre 2022 et va confirmer que les gendarmes sont responsables de la mort de mon frère, que s'ils n'avaient pas croisé Adama Traoré ne serait pas mort ce jour-là. Et nous avons une justice française aujourd'hui qui n'accepte pas cette expertise, qui ne veut pas, donc en tout cas ne veut pas reconnaître et ne veut pas mettre les gendarmes en examen. Donc nous sommes encore à ce niveau-là de l'expertise. Il faut savoir que nous, on fait des contre-expertises. On a pris l'expert de George Floyd, un Italien, Brésilien, des Français, des collèges experts de neuf, pour faire des contre-expertises à chaque fois. Donc voilà où on est aujourd'hui le combat. Le combat n'est pas encore fini. On n'a pas encore eu la mise en examen. Nous ne sommes pas dans un procès, alors que aujourd'hui, toi et moi, le monde entier le sait que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Les experts mandatés par la justice française en Belgique l'a confirmé et l'a dit. Finalement, est-ce qu'il y a une solution pour mettre fin aux violences policières? Est-ce que toi, ça, as-tu une solution pour mettre fin aux violences policières? Si j'avais la solution, ça serait tellement simple. S'il y avait la solution, c'est une baguette magique que je sortirais de ma poche. La solution, c'est le peuple. La solution, c'est toi. La solution, c'est moi. La solution, c'est tout le monde. C'est de dire, on ne peut pas les laisser faire. Et s'il y avait une solution, je pense qu'ils ne nous auraient pas attendu, toi et moi. Ils ne nous auraient pas attendu, moi. Nos ancêtres, nos anciens auraient déjà sorti cette baguette magique. Mais en fait, c'est de dire que c'est comment, en tout cas, on se bat pour que nos vies soient reconnues, pour qu'on se bat, pour dire que les violences policières ne doivent pas exister. Et c'est surtout que les violences policières, elles touchent majoritairement les personnes issues des quartiers populaires, noires, arabes et non blanches. Aujourd'hui, on voit qu'elle s'étend au niveau des centres-villes, mais c'est pas là qu'il faut prendre le problème, il faut essayer de le prendre à la source. C'est de dire, la solution, c'est quoi? Ça veut dire que quand aujourd'hui on parle des violences policières qui s'étendent dans les rues de Paris, c'est que si on la prend à la source et qu'on la dénonce tout le monde au même moment, il ne se passe pas ce qui arrive. Et nos anciens se sont battus. Ils se sont battus pour que déjà, toi, homme noir, tu sois là avec un média et que tu puisses avoir ton média. Ce n'était pas possible avant. Des anciens se sont battus, sont tombés, sont morts, sont partis en prison pour la liberté d'un peuple, la liberté des peuples noirs. Il y a eu la colonisation où des anciens se sont battus encore et se sont battus où on a acquéri des droits qui nous sont dus. Donc nous, on doit être dans cette continuité-là, de dire qu'on se bat. Déjà, on a mis en France au plus haut niveau, avec l'affaire Adama Traoré, la question des violences policières, la question des discriminations, on l'a imposé. Donc, bien évidemment, il faut continuer, mais on doit le porter ensemble. On doit le porter tous ensemble. Et c'est surtout, aujourd'hui, on se doit de se faire comme d'autres l'ont fait pour nous. D'autres l'ont fait pour nous. Peut-être qu'ils n'ont pas vu cette évolution, cette avancée. Mais nous, on la vit encore aujourd'hui. Mon frère est mort. Mon frère est mort, ça veut dire que. Et d'autres sont morts avant Adama, et d'autres sont morts après Adama. Et malheureusement, beaucoup d'autres sont morts encore après. Et la solution, c'est pas à nous de la porter. Nous ne sommes pas l'État.
Ça, l'État qui est censé nous protéger, l'État est censé être garante de nos droits. Les gens sont payés pour ça. On ne peut pas demander à un peuple de dire trouver la solution, alors que c'est à eux de trouver cette solution-là. C'est eux qui entretiennent tout ça. C'est eux qui entretiennent cette violence policière. Parce que s'ils disent stop, il n'y a pas de violence policière. Quand on pense, par exemple, à des gens comme Malcolm X ou Martin Luther King, on s'intrigue sur votre position. Comme vous avez dit juste avant, vous avez mis à nu l'État avec vos contre-expertises qui prouvent réellement que les gendarmes ont eu des compressions qui ont entraîné la mort de votre frère. On se demande, est-ce que vous, Assa Traoré, actuellement, vous subissez des pressions par derrière, des menaces de mort? Est-ce que on essaie de vous intimider? Bien sûr, des menaces de mort. Moi, je crois que je suis la femme noire la plus attaquée sur les réseaux, sur Twitter. Euh, des pressions, oui, j'en ai. Des menaces, oui, j'en ai. Mais ils me font pas peur. J'ai envie de leur dire, si leurs menaces, leurs pressions me faisaient peur, ça fait longtemps que j'aurais arrêté le combat de mon frère, d'Adama. C'est un combat qui est complètement légitime et on ne demande rien de grave. Et en fait, le problème, c'est de dire, le comportement qui est en face est tellement violent, tellement raciste, tellement on ne veut pas nous voir même exister, ou même le nom d'Amor ne peut pas exister même en étant mort. On en arrive à menacer une femme noire, on arrive à menacer une famille. Nos frères n'ont même pas le droit d'exister en peinture. Leurs noms n'ont même pas le droit d'exister après leur mort. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que dans notre vivant, c'est encore pire. Parce que même en étant mort, il y a un problème. Bien sûr, j'ai été à l'ONU en novembre 2022. Quand j'étais en novembre 2022, on a des syndicats de police qui vont faire un tweet. On a toute la fachosphère qui vont venir m'attaquer sur les réseaux sociaux, qui vont venir sur mes... Et ça c'est, je te parle d'un moment, parce qu'il y a eu plein de moments avant. Là, je te parle de la plus récente. Suite à ça, on va avoir des menaces de mort et des menaces on va recevoir pardon, des lettres de menaces dans la boîte aux lettres de ma mère parce que les gens pensent que j'habite là-bas. Donc, il y a une plainte qui va être faite. L'ONU va tout de suite réagir. L'ONU va tout de suite interpeller la France en disant mais c'est nous qui invitons Assa Traoré pour prendre la question sur la question de la discrimination et des violences policières en France. Comment se fait-il qu'elle reçoive des attaques à son retour en France? Donc, la France va répondre. La France va répondre avec une lettre officielle que vous allez pouvoir trouver sur ma page Instagram qui va dire qu'une enquête va être ouverte suite à ça. Une plainte aussi va être ouverte suite au tweet que quand même j'ai reçu des syndicats de police, on parle quand même des polices, de policiers qui vont avoir ce comportement-là, et, euh, et qu'une protection va être demandée pour Assa, sa famille et ses proches. Mais ça veut dire que c'est l'ONU qui doit intervenir pour dire mais comment se fait-il qu'une femme que nous invitons puisse avoir ces attaques-là? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que quand on parle des menaces, c'est des menaces de mort, des menaces de viol, mais c'est Est-ce tout qu'on le vous a temps. déjà atteint physiquement? On m'a On déjà, a déjà essayé de... on m'a déjà agressé physiquement, oui. Ok. On m'a déjà agressé physiquement, verbalement. Et j'ai envie de dire que on n'a même pas besoin d'aller sur du verbal et de la physique. Déjà qu'il y a les agressions sur les réseaux. Moi, je leur dis, ça glisse sur moi. C'est leur propre haine qui est en train de les manger. Parce que pour avoir autant de haine, c'est que c'est eux qui sont mal. C'est eux qui vivent mal. Nous, on n'est que dans la vérité. Si on n'était pas dans la vérité, ils ne seraient pas là. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est surtout comment se fait-il qu'en France, parce qu'il n'y a pas que Assa Traoré, il y a plein d'autres femmes, noires, arabes, non blanches, qui subissent des pressions, qui se font attaquer sur les violences, sur les réseaux sociaux, qui reçoivent des menaces. Elles sont pas protégées, ces femmes-là. Parce qu'on ne protège pas de la même façon une femme blanche et une femme euh, noire, arabe ou autre. On le voit sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que quand on parle de protection, on parle de protection de toutes les femmes. Il n'y a pas des sous-femmes et des femmes au-dessus. Donc c'est tout ça. Donc oui, moi j'en reçois, mais j'ai envie de leur dire, le combat de mon frère, je ne l'arrêterai jamais. Au contraire, c'est eux qui le vivent mal, c'est eux qui pensent à moi, c'est eux qui dorment avec mon nom, c'est eux qui font l'action. Donc c'est eux qui sont très très mal dans leur vie, dans leur corps, dans leur tête. Mais moi, ils me font pas peur. Vous avez sorti 2 livres et là récemment vous avez créé une fondation qui s'appelle la Fondation Génération Leader. La première promotion s'appelle Denis Mukwege, le célèbre médecin qui a eu le prix Nobel de la paix.
Qu'est-ce que c'est Génération Leader? En quoi consiste? Et d'où vous êtes venu l'idée de créer cette fondation? Alors, on décide de créer avec le comité d'avoir une continuité dans le combat. euh, et j'en parle beaucoup avec des anciens du MIB qui ont beaucoup soutenu et porté le combat avec nous, qui disaient c'est important de laisser quelque chose, mais un bagage, il faut construire sur le après. Je peux pas dire aujourd'hui, le combat d'Ama Traoré ne m'appartient plus qu'à moi, c'est fini. Quand je vais avoir un procès qui va durer 2 jours face aux gendarmes qui ont tué mon frère, parce que j'ai mis leur nom dans une lettre j'accuse. J'ai gagné mon procès, et quand je gagne mon procès, c'est avec les juges vont écrire que c'est un combat qui appartient aujourd'hui à la société civile. Quand elle écrit cette phrase, c'est pas une phrase qui veut rien dire. Le combat Adama appartient à un peuple. Le combat Adama appartient à une société civile. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quand on a une jeunesse qui sort avec nous dans la rue et qu'on est plus de 80 000, plus de 100 000, je ne peux pas dire c'est le combat de mon frère, c'est le combat de tout le monde. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être dans la transmission, on doit être dans le soutien. Moi, je ne suis pas là pour former des Assa bis, mais je suis là, en tout cas, on est là pour pouvoir soutenir, accompagner, s'entraider, s'écouter, être dans l'apprentissage, ce qu'on a fait avec moi, que je sois aussi dans cette transmission avec d'autres et créer des futurs leaders. Parce qu'il n'y a pas qu'un leader. C'est un leader ne peut pas porter la voix de tout le monde, c'est pas vrai. Il faut qu'on ait des leaders partout, et on a des leaders partout. On a des potentiels puissants et forts qui sont cachés, qui ne sont pas forcément reconnus, qui ont un potentiel énorme. Et c'est de dire, on va les faire rencontrer des intervenants, euh, des personnes qui ont de l'expertise, des personnes qui sont fortes dans leur domaine, des personnes qui ont la connaissance, et de dire comment on va les aider, on va les accompagner à porter leurs projets pour qu'eux aussi soient leaders dans l'environnement dans lequel ils sont, pour pouvoir accompagner et soutenir d'autres personnes, et de dire aussi qu'aujourd'hui, le militantisme appartient à une société, elle appartient à une société civile. On ne peut pas dire que être militant, c'est seulement quand il arrive un drame. Être militant doit partir au peuple, au monde et à la société. Si tout le monde est militant, le monde, il avance et on change et on peut acquérir un peu de la liberté pour tout le monde. Et c'est ça le but. Et c'est de dire que il faut continuer à former les gens pour que la question des inégalités, de la discrimination et des violences policières puisse cesser. Elle ne doit pas s'arrêter. Elle ne doit pas s'arrêter avant Adama Traoré, après Adama Traoré, mais elle doit être dans la continuité et dans la continuité avec cette future génération. Les billes, on les a. Les intervenants, on les a. L'expérience, on l'a. Le, le, le monde, on l'a autour de nous. Donc, pourquoi le garder pour nous? Donc oui, aujourd'hui, il faut le mettre à profit. On est dans cette première promo qu'on a appelée, on a choisi ce nom, celle du docteur Denis Mukwege, parce que c'est un homme noir qui est reconnu mondialement, et un homme noir qui répare les femmes. Parce qu'on est beaucoup dans l'opposition en France, dans un fantasme où on dit que les hommes des quartiers sont violents, les hommes des quartiers ne respectent pas la femme, les hommes des quartiers musellent la femme. C'est faux, c'est complètement faux. Moi, j'ai envie de leur dire que moi, par exemple, les seules personnes, les seuls hommes qui m'ont dit rentre chez toi, qui m'insultent comme un animal, qui me menacent de mort, qui me menacent de viol et qui me disent reste chez toi, ce sont que des hommes blancs qui sont vus et reconnus sur les réseaux sociaux. Et là, on a un homme noir et qui porte un combat qui est plus que honorable, qui, qui est énorme pour une société civile, pour tout le monde, et pour des femmes puissent en tout cas participer à la construction de leur propre vie, de leur propre corps dans le monde. Et pour nous, c'était important que ce soit un homme et un homme noir. Et dans la formation en elle-même, comment ça se passe? Ça dure combien de temps? Comment on fait pour rentrer? Est-ce qu'à la fin, on a un diplôme, Alors, un c'est une truc? formation qui dure 6 mois, qui dure 6 mois. Il y a une première promo, on est 17, c'est une promo de 17 personnes où il y a 10 femmes et 10 hommes. C'est une formation en tout cas qui va sur plusieurs accompagnements. Là, on prépare un séjour. C'est une formation qui a plusieurs ouvertures, plusieurs voies, plusieurs facteurs, plusieurs accompagnements, soit sur l'accompagnement du militantisme, soit sur l'accompagnement professionnel, soit dans l'accompagnement de construction d'un projet. Et oui, et à la fin, bien évidemment, on repart avec quelque chose, on repart avec un bagage énorme, déjà un bagage intellectuel, parce que l'intellectuel fait partie de tous nos combats. L'intellectualisation, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Donc, c'est d'apporter cette construction-là et de partir avec un projet, en tout cas, à la fin, des leaders qui vont pouvoir porter quelque chose. Là, on est dans la première promotion. Nous D'accord. avons lancé la deuxième inscription déjà sur les réseaux sociaux. On a reçu des candidatures. Donc, les entretiens vont se faire très récemment pour lancer la prochaine promotion en septembre.
Nous sommes également aussi à la recherche de fonds parce que c'est une formation qui est gratuite. Parce que pour moi, c'est important que on ait des dons, d'autres fondations, des dons personnels qui puissent en tout cas venir porter cette formation et qu'on puisse en tout cas avoir des intervenants d'excellence, ce qu'on a aujourd'hui, et que ce soit en tout cas la fondation qui puisse l'apporter. Et est-ce que vous avez d'autres projets de ce type en cours ou que vous envisagez de faire d'autres choses? Alors, c'est une fondation où il y a plusieurs projets, mais là, ils sont en construction, donc c'est assez prématuré d'en parler aujourd'hui. D'accord. Je sais que vous êtes maman. Comment vous arrivez à gérer toutes ces casquettes? Il n'y a pas de difficulté à le gérer. Moi, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix quand mon frère va mourir, c'était d'arrêter de travailler parce qu'il y avait le combat et mes enfants et le travail. Mais mes enfants et le combat, pour moi, c'est la priorité, quoi qu'il arrive. Et après, je suis là dans le quotidien de mes enfants. Je les emmène à l'école, je leur prépare à manger, je suis même parent d'élèves. Donc c'est quand on prend les choses de façon assez naturelle et normale, bien évidemment, ça coûte de source. J'ai pas plusieurs vies. J'ai pas la vie de maman, j'ai pas la vie de la fondation, j'ai pas la vie du combat. C'est une continuité de tous les jours, comme toi et moi, quand on se lève le matin et qu'on enchaîne une journée classique, bah, ça fait partie de cette continuité-là. Aujourd'hui, je suis là. Ce matin, j'étais au sport avec mes enfants. Et dans la continuité de ma journée, bah, je suis en interview avec toi. Donc, il n'y a pas de difficulté et je suis très bien entouré. J'ai une famille, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Euh, j'ai une famille très proche, très soudée, donc tout le monde porte tout le monde. En restant sur la famille, la question elle est toute simple. Comment va votre famille? Comment va la maman? Comment va les frères et sœurs que je sais qui étaient incarcérés? Car je sais que vous êtes malienne. Je sais que de nature, les Maliens sont pas trop, préfèrent être, surtout les mamans préfèrent être discrètes et être dans l'ombre. Malheureusement, c'est pas le cas pour vous. Donc, comment vont vos frères et sœurs, vos mamans? La différence entre nos mamans et nous, c'est que nous, on est français, C'est d'origine ça. malienne. On a grandi ici. On est des produits français, avec une richesse qu'on a en plus et nos origines que chacun a, qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. En plus, cette discrétion-là, oui, elles l'ont. Mais nous, on est ici, dans un pays où il n'y a pas à avoir de discrétion ou pas de discrétion. On demande juste quelque chose qui nous est dû, un droit. On a tué mon frère, on doit nous rendre des comptes, tout simplement. Et comment va notre famille? C'est une question qu'on ne pose pas aux familles, que ce soit à ma famille ou à d'autres familles. On tue nos frères et ensuite on attaque les familles. T'as pas le droit de demander justice, t'as pas le droit de te lever, mais pas une seule seconde. On est dans un pays où on est dans un système où on va se demander comment vont les familles, comment elles se Exactement. portent. Parce que c'est comme si, déjà quand on tue mon frère, il y a une déshumanisation totale. Pour que mon frère puisse porter le poids de 3 hommes sur son corps, c'est que déjà on ne considère pas Adama Traoré comme quelqu'un. Donc imagine-toi, le comportement qu'ils ont aussi vers les familles, c'est exactement le même. C'est du mépris. Mais notre famille, elle va bien. Elle souffre. Bien évidemment, on souffre tous les jours. Notre cœur est aujourd'hui, il est meurtri à jamais. Mais on avance avec. On a notre frère qui n'est plus là. Donc ça, c'est une douleur qu'on ne peut pas nous enlever. Mais on construit avec, on avance avec, on construit nos familles avec. Aujourd'hui, on a des naissances qui arrivent de partout, c'est que des Adama. Euh, mais on va bien, parce qu'on ne se laisse pas abattre, parce qu'on ne se laisse pas mourir, parce qu'on doit porter le nom d'Adama. Nous sommes les voix vivantes d'Adama. Nous sommes les voix vivantes de mon frère. Donc on doit porter son nom avec honneur, avec dignité, avec force. Et c'est surtout que nous sommes des familles victimes et nous ne serons jamais leurs victimes. Donc, la phrase à retenir, c'est que la famille Traoré va bien. La famille Traoré est une famille de victimes, mais la famille Traoré ne seront jamais leurs victimes. C'est ça la phrase à retenir. C'est entendu et c'est noté. À cette Traoré, je veux dire un mot, c'est agir. Et qu'est-ce que, à travers ce mot, quel message tu peux adresser à la nouvelle génération? À la nouvelle génération, moi, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est qu'on doit laisser personne agir à notre place. Personne ne doit décider pour nous. Personne ne doit parler pour nous. Et si on doit agir, on agit nous-mêmes avec nos propres émotions, nos propres sentiments, nos propres envies. Parce que quand tu as une émotion, quand tu as une envie, elle est unique. Ça veut dire que tu iras vraiment avec le cœur et tu feras ce que tu as envie de faire.
Et quand on laisse les autres agir pour nous, ben, ils font pas forcément bien pour nous. Ils font mal pour nous. Et quand on laisse les autres agir pour nous, ben, ils sont dans un rôle de paternaliste, ils sont dans un rôle de sauveur, et nous dans un rôle où on attend. Personne est dans un rôle d'attente, on n'est pas dans un rôle de victimisation, on est dans un rôle où on agit parce qu'on a le droit de participer à la construction de notre propre vie déjà, on a le droit de participer à la construction du pays dans lequel on vit, là on est en France, et on a le droit de participer à la construction de ce monde. Et personne ne peut nous enlever ça, si nous-mêmes on agit. On peut agir partout, ici où on est, dans la ville où on est, dans le quartier où on est, dans le pays où on est et dans le monde. Mais la décision d'agir, elle nous appartient. Si on prend la décision, on peut tout faire. On peut occuper l'espace comme on veut. On peut dire ce qu'on veut. Et, euh, et quand tu agis, tu deviens, quoi qu'il arrive, un leader. Quoi qu'il arrive. Peu importe le niveau, tu prends le lead de quelque chose parce que tu as décidé d'agir. Ben, quand tu agis, tu as des gens qui vont te suivre, tu as une voix qui va porter et tu vas être fort peu importe où tu es. Moi, je ne suis pas pour un seul leader, moi, je suis pour des leaders partout. Parce qu'on doit tous agir à notre niveau, parce qu'on ne sait pas tout faire déjà. Moi, je ne sais pas tout faire. Tu ne sais pas tout faire. Donc, chacun peut agir à son niveau, mais avec ses propres sentiments, ses propres émotions. Et c'est une action qui sera forte et sincère. Merci beaucoup à ce travail d'être passé sur le média. Ça nous tenait à cœur que vous passiez en premier sur le média. Donc, merci d'avoir fait cet honneur-là. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est la justice. La justice, on a eu un procès public. Parce qu'aujourd'hui, c'est un procès pour tout le monde. Parce on veut la vérité, la justice de la mort, dans la mort de mon petit frère. Aujourd'hui, on est monté dans un train en 2016. On a un chemin et on est encore dans ce train et on n'est pas encore arrivé au bout de cet objectif-là. Donc, c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on est déjà tous ensemble et qu'on continue à porter ce combat ensemble. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de dire que on puisse vivre dans un pays où on n'a pas peur, où on est libre, où nos enfants peuvent jouer à la corde à sauter dehors, jouer au ballon, sans qu'ils puissent avoir peur de la police, sans qu'ils puissent se faire agresser. Ça, c'est important. Parce que quand Zied et Bouna meurent, ils sortent du foot, ils ont un ballon de foot à la main, ce sont des enfants. Aujourd'hui, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de vivre dans un monde où tout le monde est libre, mais où on respecte tout le monde. Ce qu'on peut nous souhaiter à tous. Et ce qu'on peut souhaiter, ce que je souhaite aussi, c'est que ce qu'on a vécu nous, je ne souhaite à aucune famille. Ce que d'autres ont vécu, qu'un jour le téléphone d'une famille appelle et disent on a tué votre frère, votre fils, votre mari, votre enfant. Je souhaite à personne. Et que nos frères dans nos quartiers, nos hommes dans nos quartiers, ils ont le droit de vivre, comme tout le monde, dans un monde libre. Merci beaucoup d'être passé sur le média GSA à cette soirée. Merci pour vous, merci à vous de l'invitation et de porter le combat, de porter à travers votre média et qu'il soit diffusé le plus largement possible. Parce que ce combat, moi, je ne peux pas le faire sans vous. Au revoir. Merci. Merci.